Le 25 décembre de l'an 800, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, un homme s'agenouille. Les flammes des cierges projettent des ombres tremblantes sur les murs de pierre. L'air sent l'encens, la cire fondue et quelque chose d'autre. Quelque chose d'électrique, d'irréversible. Le pape Léon III s'avance, une couronne dorée entre les mains, et la pose sur la tête d'un guerrier franc aux épaules larges comme un portail de cathédrale. À cet instant précis, sans que personne ne l'ait vraiment décidé, l'Europe change de visage pour les 1000 années suivantes. Son nom, c'est Charles. Mais l'histoire allait l'appeler autrement. Charles le Grand. Le père de l'Europe. L'homme qui, parti des forêts brumeuses du Nord avec une épée et une obsession, finit par régner sur un territoire que aucun dirigeant occidental n'avait contrôlé depuis la chute de Rome. Plus de 2 millions de kilomètres carrés, des rives de l'Atlantique jusqu'aux plaines d'Europe centrale, du froid mordant de la mer du Nord aux oliviers brûlés de soleil de l'Italie du Sud. Un seul homme. Un seul règne. Et un continent entier plié à sa volonté. Mais voilà ce que l'histoire officielle préfère taire. Charlemagne n'était pas un saint. C'était un prédateur d'une intelligence redoutable et d'une brutalité assumée. Un homme capable de faire massacrer 4500 prisonniers en une seule journée et de financer des scriptoria pour copier des manuscrits antiques le lendemain matin. Il ne savait presque pas écrire, lui qui allait lancer la plus grande renaissance intellectuelle de l'Europe médiévale. Il prêchait la foi chrétienne avec une épée, offrant au peuple conquis un choix simple et définitif: le baptême ou la mort. Et pourtant, cet homme contradictoire jusqu'au vertige a posé les fondations d'un ordre politique dont nous sommes encore, 12 siècles plus tard, les héritiers directs. Pensez à la carte de l'Europe. Ses frontières, ses nations, la tension permanente entre ces grandes puissances. Pensez à l'idée même d'une Europe unie sous une même bannière, ce rêve que certains ont essayé de réaliser par la diplomatie, d'autres par la force. Napoléon s'en est réclamé. Hitler a osé invoquer son nom. Et les pères fondateurs de l'Union européenne ont remis un prix portant son nom à ceux qu'ils considéraient comme les bâtisseurs du continent. Un seul homme, récupéré par des projets radicalement opposés, parce que son ombre est assez grande pour couvrir tout le spectre de l'ambition humaine. Ce que vous allez entendre n'est pas la légende dorée que les manuels scolaires ont construite pendant des siècles. C'est l'histoire brute, les mains ensanglantées et le génie froid d'un homme qui a regardé un continent en ruine, les décombres fumants d'un empire romain effondré 300 ans plus tôt, et qui a décidé, avec une arrogance absolue et une vision stupéfiante, qu'il allait tout reconstruire. À son image. Selon ses règles. Et que personne, ni roi, ni pape, ni Dieu peut-être, ne l'en empêcherait. Il y a un détail que personne ne te raconte sur Charlemagne. Pas dans les manuels scolaires, pas dans les documentaires bien léchés, pas dans les statues équestres qui ornent les places d'Europe. Ce détail, c'est celui-ci. L'homme qui allait unifier un continent sous sa main de fer est né dans un monde qui n'avait plus de centre. Un monde où Rome n'était plus qu'un souvenir douloureux, un fantôme de marbre qu'on priait encore, mais qu'on ne comprenait plus. Un monde fracturé, saignant, où chaque colline avait son seigneur, chaque forêt sa loi, et où la survie était la seule philosophie que l'on enseignait aux enfants. C'est dans ce chaos-là que Charles est né, et c'est ce chaos-là qu'il a décidé, un jour, de plier à sa volonté. Pour comprendre ce qu'a accompli Charlemagne, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouvait l'Europe au moment où il ouvre les yeux pour la première fois,
quelque part autour de l'an 742. Rome est tombée 3 siècles plus tôt. 3 siècles. Imagine ce que ça signifie concrètement. 300 ans sans routes entretenues, sans administration centrale, sans monnaie stable, sans armée organisée pour protéger les civils. Ce qui restait de l'Empire romain d'Occident avait été déchiqueté par des vagues successives de peuples en migration. Visigoths, Vandales, Ostrogoths, Lombards, chacun taillant son morceau dans la carcasse d'un système qui avait tenu 8 siècles. Le résultat ? Un patchwork de royaumes éphémères, de chefferies tribales et de seigneuries locales, tous en guerre permanente les uns contre les autres, tous convaincus d'être les héritiers légitimes de quelque chose de grand qu'ils n'arrivaient plus à nommer. Les Francs, eux, avaient réussi quelque chose de rare. Ils avaient survécu et même prospéré dans ce marasme. Depuis Clovis, leur premier grand roi qui s'était converti au christianisme à la fin du 5e siècle, ils dominaient la Gaule, ce territoire qui correspond grosso modo à la France actuelle, et avaient étendu leur influence vers l'Est, en Germanie. Mais attention, ne t'imagine pas un État moderne avec des institutions solides. Un royaume franc du 8e siècle, c'est avant tout une affaire de personnalité, de loyauté personnelle et d'alliance matrimoniale. Le roi régnait parce qu'il était le plus fort, parce qu'il distribuait assez de butin pour garder ses guerriers contents, et parce que personne n'avait encore réussi à le tuer. C'était ça, la stabilité politique à l'époque. Une stabilité de lame de rasoir, posée en équilibre sur le bord d'une table. Le père de Charlemagne, Pépin le Bref, avait lui-même accompli quelque chose d'audacieux. Il avait destitué le dernier roi mérovingien, une lignée affaiblie qu'on appelait les rois fainéants, tellement ils avaient perdu le contrôle réel du pouvoir, et s'était fait couronner roi des Francs en 751 avec la bénédiction du pape. Cette alliance avec Rome, ce pacte entre le glaive franc et la croix pontificale, allait être l'héritage le plus explosif que Pépin transmettrait à son fils. Parce que cette alliance, Charles allait la comprendre d'une façon que son père n'avait jamais imaginée. Il n'allait pas juste la maintenir, il allait en faire le moteur d'un projet sans précédent. Charles grandit donc dans une cour itinérante. Les rois francs n'avaient pas de capital fixe, ils se déplaçaient de domaine en domaine avec leur suite, vivant des ressources locales, comme une armée en campagne permanente. Il apprend à monter à cheval avant de savoir lire. Il apprend à manier une épée avant de comprendre la théologie. Il chasse, il observe, il écoute les guerriers parler de campagne, de trahison, de terres conquises et perdues. Et quelque part dans cette éducation brutale et pragmatique, une idée s'installe dans sa tête. Une idée fixe, presque obsessionnelle. Les grands hommes dont tout le monde parle, César, Auguste, Constantin, avaient tous fait la même chose. Ils avaient regardé le chaos autour d'eux et avaient imposé un ordre. Leur ordre. Et leur nom vivait encore, des siècles après leur mort. Mais voilà le problème. Charles n'est pas fils unique. À la mort de Pépin en 768, le royaume est divisé entre Charles et son frère Carloman, conformément à la tradition franque qui voulait que l'héritage soit partagé entre les fils. C'est là qu'apparaît la première grande question que personne ne pose jamais vraiment. Qu'est-ce que Charles ressentait face à ce partage ? Frustration ? Résignation calculée ? Certains historiens parlent d'une coexistence tendue, de frères qui se regardaient de travers lors des assemblées, qui ne se consultaient pas lors des crises militaires, qui construisaient chacun leur réseau de loyauté, comme deux entreprises rivales occupant le même marché. L'empire dont Charles rêvait ne pouvait pas être partagé. Il le savait. Et il attendait. C'est aussi à cette période que l'on voit se dessiner quelque chose de fondamental dans le caractère de Charles, sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux simultanément. Pendant que la relation avec Carloman se détériore, il se marie, forge des alliances, répond aux demandes de soutien militaire de la papauté assiégée par les Lombards en Italie. Il se positionne comme le défenseur naturel de l'Église, le bras armé de Dieu en Occident,
un rôle que Rome cherchait désespérément à distribuer à quelqu'un de fiable depuis des décennies. Charles le comprend avant tout le monde. Celui qui protège le pape contrôle la légitimité spirituelle de l'Europe. Et dans un monde où l'autorité divine est la seule autorité que tout le monde reconnaît encore, c'est le pouvoir ultime. Et puis, en décembre 771, Carloman meurt. Il a 20 ans. La cause officielle, une hémorragie nasale. Charles a 29 ans. Du jour au lendemain, sans combattre, sans trahir, sans verser une goutte de sang de son propre frère, il se retrouve seul maître du royaume franc tout entier. Les veuves et les fils de Carloman fuient à la cour du roi des Lombards. Charles les laisse partir. Il n'a pas besoin d'eux. Il a ce qu'il voulait. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, il peut vraiment commencer. Voilà le point de départ réel de l'histoire. Non pas un héros triomphant qui descend du ciel, mais un homme de 29 ans, héritier d'un royaume instable dans un continent en ruine, nourri d'ambitions trop grandes pour son époque, convaincu d'une chose et d'une seule, que quelqu'un devait reconstruire ce que Rome avait laissé derrière elle. Que ce continent éparpillé, saignant, illettré et en guerre permanente avec lui-même pouvait devenir autre chose, quelque chose de grand. Et que cet homme, ce quelqu'un, c'était lui. Ce qui vient ensuite va te montrer à quel prix cette conviction se paie. Parce que les rêves d'empire, dans ce monde-là, se construisent sur des montagnes de morts. Il y a une question que les historiens évitent soigneusement de poser, parce que la réponse est trop inconfortable pour l'image du grand-père de l'Europe qu'on a passé des siècles à polir. La voici. Est-ce que Charlemagne a tué son frère? Pas physiquement peut-être, pas avec une lame dans le dos dans un couloir sombre du palais. Mais dans le monde franc du 8e siècle, éliminer un rival ne nécessitait pas toujours de sang. Il suffisait parfois d'isoler, de priver d'alliés, de pousser quelqu'un vers un coin d'où il ne pouvait plus sortir. Et si on regarde de près ce qui s'est passé entre Charles et Carloman dans les 3 années où ils ont coexisté sur le trône, on voit quelque chose qui ressemble moins à une cohabitation fraternelle qu'à une guerre froide méticuleusement orchestrée par l'un des deux frères. Et ce frère-là, c'était Charles. Revenons en arrière. Pépin le Bref meurt en septembre 768, après une vie entière à consolider le pouvoir carolingien. Il laisse 2 fils, Charles, l'aîné, qui a dans les 26 ans, et Carloman, de quelques années son cadet. Conformément à la tradition franque, le royaume est divisé. Charles reçoit les territoires périphériques, la Neustrie, l'Aquitaine, une bande de terre qui entoure le cœur du royaume. Carloman, lui, hérite du noyau dur, l'Austrasie, la Bourgogne, la Provence. Sur le papier, c'est presque Carloman qui a le meilleur lot. Sur le papier. Parce que Charles, dès le premier jour, comprend quelque chose que son frère ne semble pas avoir saisi. Dans ce monde-là, une frontière entre 2 royaumes frères n'est pas une ligne de paix. C'est une ligne de départ. La première crise arrive presque immédiatement. L'Aquitaine, ce grand territoire du sud-ouest qui venait tout juste d'être soumis par Pépin, se révolte. Un certain Hunald prend la tête de l'insurrection et menace de défaire en quelques mois ce que le père des 2 frères avait mis des années à construire. Charles demande à Carloman de l'aider militairement. C'est logique, c'est la menace commune, c'est le moment de montrer que les 2 rois francs peuvent agir ensemble. Carloman refuse. Il rentre chez lui avec ses troupes sans explication satisfaisante. Personne ne sait exactement pourquoi. Peut-être un calcul politique, peut-être une méfiance viscérale envers son frère, peut-être simplement l'arrogance d'un homme qui croit que les problèmes de l'autre ne sont pas les siens. Charles écrase seul la révolte. Et quelque chose se ferme définitivement entre les 2 frères ce jour-là. Ce qui suit, c'est une série de micro-conflits, de tensions diplomatiques et de manœuvres d'alliance qui dessinent le portrait d'une relation brisée. Carloman cherche à s'allier avec les Lombards d'Italie, ce peuple qui menace constamment les États pontificaux et que Rome considère comme son ennemi naturel. Charles, de son côté, entretient des liens chaleureux avec le pape Étienne III, qui le voit comme son protecteur. Quand Charles répudie sa première femme,
une princesse lombarde qu'il avait épousée pour des raisons diplomatiques et qu'il renvoie chez elle à peine 1 an après les noces, c'est un signal clair. Il choisit Rome contre les Lombards, il choisit le pape contre la stratégie de son frère. Deux hommes qui gouvernent le même royaume et qui construisent des politiques étrangères diamétralement opposées. Cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Et puis Carloman meurt. Décembre 771. Il a environ 20 ans. L'hémorragie nasale, disent les chroniques. Une maladie foudroyante, selon d'autres sources. Le timing est tellement parfait pour Charles, tellement incroyablement, presque obscènement parfait, que des historiens ont murmuré pendant des siècles que cette mort n'était peut-être pas entièrement naturelle. La vérité, c'est qu'on ne le saura jamais avec certitude. Ce qu'on sait, c'est ce que Charles fait dans les heures qui suivent le décès de son frère. Il agit avec une rapidité qui suggère qu'il avait tout prévu. Il envoie immédiatement ses émissaires aux grands nobles du territoire de Carloman pour recueillir leur allégeance. Il ne laisse pas le temps au vide de s'installer, pas le temps à une autre figure de prendre de l'élan. Il est partout à la fois, comme si une liste de contacts avait été préparée longtemps à l'avance. La veuve de Carloman, Gerberge, tente de résister. Elle prend ses fils, les héritiers légitimes du territoire de son mari, et fuit vers l'Italie, vers la cour du roi lombard Didier, qui accepte de les accueillir. Elle espère peut-être que Didier interviendra militairement pour défendre les droits de ses petits-fils. Elle espère que le pape reconnaîtra la légitimité de ses enfants. Elle espère que les nobles du royaume de Carloman se lèveront pour leurs anciens maîtres. Rien de tout cela ne se produit. Charles a déjà gagné, avant même que la partie commence vraiment, parce qu'il a compris une chose fondamentale que Gerberge et ses alliés n'ont pas vue à temps. Dans un monde où le pouvoir repose sur la loyauté personnelle, celui qui arrive en premier avec des promesses et de l'or gagne toujours contre celui qui arrive en second avec des arguments juridiques. Mais voilà ce qui est vraiment fascinant dans cet épisode, ce que la version officielle de la vie de Charlemagne préfère noyer sous les victoires militaires et les réformes administratives. Charles n'a pas simplement hérité d'un royaume unifié. Il l'a construit, méthodiquement, sur les ruines de ce qui aurait dû être un partage équitable. Il a joué les 3 années de cohabitation avec Carloman comme un échec grandmaster, anticipant chaque coup, positionnant ses pièces, attendant que son adversaire commette l'erreur fatale ou que la fasse le travail à sa place. On peut appeler ça de la patience politique. On peut appeler ça du génie stratégique. On peut aussi appeler ça de la froideur absolue face au destin de son propre sang. Les trois sont vrais en même temps. Ce portrait-là du jeune Charles, pas encore le grand empereur, juste un homme de 29 ans qui vient de consolider son emprise sur un royaume, est essentiel pour comprendre tout ce qui va suivre. Parce que les décisions qu'il prend dans les années suivantes, les guerres qu'il mène, les alliances qu'il forge, la façon dont il traite ses ennemis vaincus, tout ça porte l'empreinte de cet événement fondateur. Charles a appris très tôt que le pouvoir ne se partage pas, que la légitimité juridique ne vaut rien face à la force et à la rapidité d'action, que dans un monde sans institutions stables, le seul garant de l'ordre, c'est la volonté d'un homme suffisamment déterminé pour tout prendre et suffisamment intelligent pour que les autres croient qu'il le méritait. Il a appris tout ça en regardant mourir son frère et en s'emparant de son héritage avant même que le corps soit froid. Et il n'allait jamais oublier cette leçon. En octobre 700-1002, au bord de la rivière Aller, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Allemagne, Charlemagne fait quelque chose que même ses admirateurs les plus fervents ont du mal à expliquer. Il fait exécuter 4500 prisonniers saxons en une seule journée. Pas des soldats tombés au combat, des prisonniers. Des hommes qui avaient déposé les armes, qui avaient été livrés ou capturés, qui se trouvaient là, les mains liées, attendant un jugement. Et le jugement est tombé avec la régularité mécanique d'une machine. Décapitation, décapitation, décapitation. 4500 fois. Ce massacre, qu'on appelle le massacre de Verden, est l'un des épisodes les plus sanglants de toute l'histoire médiévale européenne. Et il nous dit quelque chose d'essentiel sur l'homme qui l'a ordonné.
quelque chose que les statues équestres et les fresques de cathédrales ont pris soin d'effacer soigneusement. Pour comprendre Verden, il faut comprendre les Saxons. Et pour comprendre les Saxons, il faut abandonner l'idée que cette guerre était une simple campagne de conquête territoriale. Les Saxons occupaient un territoire immense à l'est du Rhin, une région de forêts denses, de marécages impénétrables et de villages fortifiés que les Romains eux-mêmes avaient renoncé à soumettre des siècles plus tôt. C'était un peuple fier, organisé en clans, pratiquant une religion polythéiste ancrée dans les cycles de la mage, gouverné par une aristocratie guerrière qui n'avait de compte à rendre qu'à ses propres dieux. Ils ne cherchaient pas à conquérir leurs voisins francs, ils voulaient juste qu'on les laisse tranquilles. Charlemagne, lui, n'était pas du genre à laisser les gens tranquilles. La première campagne contre les Saxons commence en 772, l'année même où Charles vient de consolider son pouvoir après la mort de Carloman. Il détruit le sanctuaire de l'Irminsul, un pilier sacré qui représentait pour les Saxons l'axe du monde, le lien entre la terre et le ciel. C'est un geste calculé, pas une simple destruction militaire. C'est une déclaration de guerre culturelle et religieuse, un message envoyé avec la précision d'un chirurgien. Je ne viens pas juste prendre vos terres, je viens effacer ce que vous êtes. Ce geste inaugural donne le ton de tout ce qui va suivre. Pendant 32 ans, de 772 à 804, Charlemagne va mener 18 campagnes militaires contre les Saxons. 18. C'est la guerre la plus longue, la plus coûteuse et la plus brutale de tout son règne. La logique de cette guerre est d'une clarté terrifiante une fois qu'on la comprend. Pour Charlemagne, la conversion religieuse et la soumission politique sont la même chose. Un Saxon baptisé est un Saxon qui reconnaît l'autorité de l'Église, et donc, indirectement, l'autorité de Charles, qui se pose depuis le début comme le bras armé de Dieu en Occident. Un Saxon qui refuse le baptême est donc, par définition, un ennemi politique autant que spirituel. En 775, Charles impose le capitulaire sur la Saxe, un texte d'une brutalité juridique remarquable. Refuser le baptême ? Peine de mort. Manger de la viande pendant le carême ? Peine de mort. Incinérer un mort selon les rites traditionnels saxons plutôt que l'enterrer à la manière chrétienne ? Peine de mort. Ce n'est pas une loi, c'est un programme d'éradication culturelle déguisé en code pénal. Mais les Saxons résistent. Et leur résistance est menée par un homme qui mérite qu'on s'arrête sur lui, parce qu'il est l'un des rares personnages de cette époque à tenir tête à Charlemagne avec une efficacité réelle. Il s'appelle Widukind. Chef de guerre saxon, il comprend que son peuple ne peut pas vaincre les Francs en bataille rangée. Leurs forces sont trop inégales, leur équipement trop différent. Alors il invente autre chose. Il disparaît dans les forêts, laisse les Francs occuper le territoire, attend que leur attention se tourne ailleurs et frappe. Puis il disparaît à nouveau. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une guérilla. Widukind est le cauchemar de Charlemagne. Un ennemi qu'on ne peut pas écraser parce qu'il refuse de se battre selon vos règles. C'est dans ce contexte que le massacre de Verden prend tout son sens. En 722, les Saxons se révoltent massivement pendant que Charles est occupé ailleurs. Ils tendent une embuscade à une armée franque dans les montagnes du Suntel et l'anéantissent presque entièrement. Des comtes, des évêques, des officiers de haut rang, tous tués. Pour Charlemagne, c'est une humiliation personnelle d'une magnitude qu'il n'avait jamais connue. Sa réponse est immédiate, délibérée et conçue pour terroriser. Il convoque une assemblée générale des Saxons, exige qu'on lui livre les responsables de la rébellion, et quand les chefs saxons amènent leurs prisonniers, 4500 hommes, il les fait tous décapiter. En un seul jour. Le message est clair comme du cristal. La prochaine rébellion ne produira pas de prisonniers à livrer. Elle ne produira que des morts. Widukind lui-même finit par se rendre en 785. Les conditions exactes de sa capitulation restent floues. Les chroniques franques, évidemment, présentent ça comme une conversion sincère, un moment de grâce divine où le grand chef ennemi reconnaît enfin
la supériorité du Dieu chrétien. La réalité est probablement plus pragmatique. Widukind avait compris que la résistance armée ne pouvait pas durer indéfiniment face à une machine de guerre aussi implacable, et qu'une reddition négociée lui offrait peut-être une chance de préserver quelque chose pour son peuple. Il se fait baptiser, Charlemagne est son parrain, et le roi franc lui offre des terres et une place dans l'ordre nouveau. C'est exactement le manuel d'acquisition hostile dont on parlait plus tôt. Absorbe le concurrent, mets-lui ton logo, laisse-le continuer à exister à condition qu'il travaille pour toi. Mais revenons sur ce que cette guerre nous dit vraiment sur Charlemagne. Parce que c'est là que la plupart des récits historiques dévient vers la hagiographie et perdent leur honnêteté. Charles était un génie militaire, ça ne fait aucun doute. Sa capacité à organiser des campagnes coordonnées sur plusieurs fronts simultanément, à maintenir la logistique d'une armée en mouvement pendant des décennies, à adapter sa stratégie face à une résistance aussi tenace que celle des Saxons, tout ça relève d'une intelligence tactique et organisationnelle exceptionnelle pour son époque. Ces campagnes militaires suivent une logique d'une modernité troublante. Frapper vite, occuper le terrain, construire des forteresses pour ancrer la présence franque, installer des évêques et des prêtres pour encadrer la population vaincue, puis passer à la cible suivante. C'est une méthode. Une méthode brutale, oui, mais une méthode. La vérité inconfortable, c'est que sans cette brutalité-là, sans ces 32 ans de fer et de croix plantés de force dans la terre saxonne, il n'y aurait pas eu d'empire carolingien. Pas de renaissance intellectuelle. Pas de réseau d'écoles. Pas de monnaie unifiée. Pas de ce que les historiens appellent avec admiration la première Europe. Tous ces accomplissements que les livres d'histoire célèbrent ont été financés, en hommes et en ressources, par des guerres d'une violence que ces mêmes livres préfèrent reléguer en notes de bas de page. Et c'est là, exactement là, que réside la question que Charlemagne nous force à poser encore aujourd'hui. À quel prix une civilisation se construit-elle? Et qui décide que ce prix était acceptable? Il y a une image que je veux que tu gardes en tête pendant tout ce chapitre. Un homme dans sa chambre, la nuit, à la lueur d'une bougie. Il a passé la journée à diriger un empire, à recevoir des ambassadeurs, à signer des capitulaires, à organiser des campagnes militaires sur 3 fronts simultanés. Et maintenant, dans le silence de ses appartements privés, il sort une ardoise de sous son oreiller et il s'entraîne à former des lettres, maladroitement, lentement, comme un enfant qui apprend à écrire. Cet homme a la cinquantaine, il contrôle la moitié de l'Europe occidentale, et il ne sait toujours pas vraiment écrire. Cet homme, c'est Charlemagne. Et cette scène, rapportée par son biographe Eguinard qu'il a connu personnellement, est peut-être le détail le plus révélateur de toute sa vie. Eguinard nous a laissé quelque chose d'exceptionnel. Une biographie écrite par quelqu'un qui a vécu à la cour carolingienne, qui a observé Charles de près pendant des années, qui avait accès aux coulisses d'un pouvoir que la plupart de ses contemporains ne voyaient que de l'extérieur. Ce texte, La vie de Charles, n'est pas une hagiographie sans nuances. C'est un portrait avec des ombres, des contradictions, des détails embarrassants que son auteur inclut avec une honnêteté qui force le respect. Ce qui en ressort, c'est un homme radicalement différent de la statue que le Moyen-Âge tardif et la Renaissance ont sculptée à sa place. Pas un saint guerrier descendu du ciel. Un être humain complexe, contradictoire, brillant et profondément imparfait, que ses propres passions et ses propres angles morts ont parfois rendu aussi aveugle que n'importe quel homme ordinaire. Commençons par le corps, parce que l'apparence physique de Charlemagne est elle-même une surprise. Et Guinart le décrit comme un homme de grande taille, environ 1,90 m, ce qui pour l'époque était proprement gigantesque, avec une carrure imposante, un cou épais, un ventre proéminent qu'il essayait en vain de contrôler en mangeant peu et en évitant les festins trop arrosés. Il était obsédé par la natation et passait des heures dans les thermes naturels d'Aix-la-Chapelle qu'il avait fait aménager spécialement
et où il invitait régulièrement ses fils, ses amis et ses gardes du corps à se baigner avec lui dans une joyeuse promiscuité. Il aimait les vêtements simples, des tuniques franques traditionnelles, des chaussures ordinaires, et méprisait ostensiblement le luxe vestimentaire que certains de ses contemporains affectionnaient, ce qui ne l'empêchait pas de se vêtir de soie et d'or lors des grandes cérémonies officielles quand la politique l'exigeait. C'était déjà un homme de contradiction jusque dans sa garde-robe. Maintenant, la partie que les biographies pour enfants omettent systématiquement. Charlemagne a eu 4 épouses officielles successives. Imiltrude, dont le statut exact reste débattu par les historiens, Désirée, la princesse lombarde, qu'il répudia après à peine 1 an de mariage, Hildegarde, la grande amour de sa vie, qui lui donna 9 enfants en 13 ans avant de mourir épuisée à 25 ans. Et Fastrade, une Franque orientale, dont le règne à la cour fut, selon plusieurs chroniques, assez tyrannique pour provoquer des révoltes parmi la noblesse. En dehors de ses épouses légitimes, il entretint des relations durables avec au moins 5 concubines connues, dont certaines lui donnèrent des fils qu'il reconnut officiellement et intégra dans sa cour. Au total, Charlemagne eut une vingtaine d'enfants identifiés, peut-être l'avantage, et Eginhard affirme qu'il les aimait tous avec une tendresse qui contrastait singulièrement avec la dureté qu'il montrait envers ses ennemis. Mais voilà ce qui est vraiment étrange. Ce qui arrête net quand on creuse dans les sources. Charlemagne était pathologiquement possessif avec ses filles. Il ne les maria jamais. Aucune. Pas une seule de ses filles légitimes ne fut donnée en mariage de son vivant, malgré les demandes répétées de cours étrangères qui auraient payé très cher une alliance matrimoniale avec l'homme le plus puissant d'Occident. Eginhard dit simplement que Charles ne pouvait pas supporter l'idée de se séparer d'elle. Le résultat prévisible fut que ses filles eurent des liaisons à la cour, certaines avec des membres de l'entourage proche de leur père, et qu'au moins 2 d'entre elles eurent des enfants illégitimes que Charles reconnut sans apparemment leur en tenir vraiment rigueur. C'est une contradiction fascinante. L'homme qui imposait la loi divine à des nations entières avec une rigueur de fer, ne pouvait pas appliquer cette même rigueur à sa propre famille quand ses sentiments personnels entraient dans l'équation. Et puis il y a la question de l'intelligence, parce que Charlemagne était sans aucun doute un homme d'une intelligence hors du commun, mais d'un type particulier, presque paradoxal, pour quelqu'un qui a lancé la plus grande renaissance intellectuelle de l'Europe médiévale. Il parlait couramment le latin et le grec, comprenait plusieurs langues germaniques, s'intéressait à l'astronomie, à la rhétorique, à la théologie, à la philosophie. Il invita à sa cour les plus grands savants de son époque, Alcuin d'York, Paul Diacre, Théodulphe d'Orléans, et participa personnellement à leurs discussions intellectuelles avec une curiosité et une vivacité d'esprit que ses interlocuteurs décrivaient avec admiration. Il fonda des écoles, réforma l'écriture, fit copier des centaines de manuscrits antiques qui auraient autrement disparu à jamais. C'est de sa cour que naquit la minuscule carolingienne, cette écriture claire et lisible qui allait devenir la base de nos caractères d'imprimerie moderne. Et pourtant, cet homme qui a tout fait pour que les autres apprennent à lire et à écrire, n'a lui-même jamais vraiment maîtrisé l'écriture. L'ardoise sous l'oreiller. La leçon apprise trop tard, dans le noir, quand personne ne regardait. Ce détail nous dit quelque chose de fondamental sur la psychologie de Charlemagne. Il n'acceptait pas ses limites, mais il n'en avait pas honte non plus. Il continuait à s'entraîner à écrire à 50 ans passés, non pas parce qu'il en avait besoin pour gouverner, mais parce que l'idée de ne pas maîtriser quelque chose lui était viscéralement insupportable. C'est la même énergie qui le poussait à vouloir tout contrôler. Les frontières de son empire, les pratiques religieuses de ses sujets, les mariages de ses filles,
les détails liturgiques des messes célébrées dans ces églises. Un homme qui ne supportait pas les zones grises, les demi-mesures, les situations ambiguës, et qui oscillait entre la brutalité absolue et une indulgence surprenante sans logique apparente, guidé uniquement par la violence de ses émotions du moment. Si tu cherches à comprendre pourquoi l'Europe se souvient de Charlemagne comme d'un géant, et non comme d'un tyran parmi d'autres, la réponse est là, dans cette complexité-là. Parce qu'il était les deux à la fois, mais dans des proportions que peu d'hommes de son époque ont su équilibrer avec autant d'efficacité. La violence au service d'un projet. La brutalité comme outil, pas comme fin en soi. Un homme capable de commander le massacre de 4500 prisonniers un matin et de débattre de théologie avec des moines le soir, sans que ces deux réalités semblent se contredire dans sa propre tête. Et derrière tout ça, ce même homme, avec son ardoise sous l'oreiller, qui s'entraîne à écrire dans le noir, tout seul, parce qu'il ne peut pas accepter de ne pas savoir. C'est ça Charlemagne. Pas la statue, pas le mythe doré que 12 siècles de légendes ont fabriqué. L'homme réel, avec ses grandeurs monstrueuses et ses failles très humaines, qui rêvait encore d'un empire parfait, dans lequel il n'aurait plus aucune lacune à cacher. Le 25 décembre de l'an 800, Charlemagne entre dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour assister à la messe de Noël. Il a 58 ans, il est au sommet de sa puissance, et selon toutes les sources disponibles, il n'a aucune idée de ce qui l'attend à l'intérieur. C'est du moins ce qu'il affirmera plus tard, avec une insistance qui justement mérite qu'on s'y arrête. Parce que dans ce monde-là, dans cette cour-là, rien ne se passe par accident. Et ce qui va se produire dans les prochaines minutes va redessiner la carte politique de l'Occident pour les 1000 années suivantes. Le pape Léon III s'avance, une couronne impériale entre les mains, et la pose sur la tête du roi franc. La foule dans la basilique acclame « Vie et victoire à Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains !» En un geste, en une seconde, tout change. Pour comprendre l'explosion politique que représente ce couronnement, il faut d'abord comprendre dans quelle situation se trouvait Léon III à ce moment-là. 2 ans plus tôt, en avril 799, le pape avait été attaqué en pleine rue à Rome par des hommes envoyés par ses propres neveux, qui tentèrent de lui crever les yeux et de lui couper la langue. 2 mutilations qui, selon le droit canon de l'époque, l'auraient rendu inapte à exercer la fonction pontificale. Il survécut, s'enfuit vers le nord et alla se jeter dans les bras de Charlemagne, qui était alors à Paderborn. Charles le reçut avec tous les honneurs, le réinstalla à Rome avec une escorte militaire franque, et promit de venir lui-même régler la situation. Ce pape devait tout à Charlemagne. Absolument tout. Et les hommes qui doivent tout à quelqu'un ne distribuent pas des couronnes par simple gratitude. Ils distribuent des couronnes parce qu'ils ont calculé ce que ça leur rapporte. Alors voilà la vraie question. Celle que les historiens se posent depuis 12 siècles sans s'accorder sur une réponse. Est-ce que Charlemagne savait ? Est-ce que ce couronnement était une surprise totale, comme il le prétendit ensuite, ou était-ce le résultat d'une négociation secrète entre le roi franc et le pape, une mise en scène soigneusement orchestrée pour produire exactement l'effet qu'elle produisit ? Eginhard, notre biographe de référence, dit que Charles affirma qu'il ne serait pas entré dans la basilique ce jour-là s'il avait su ce que le pape préparait. Mais Eginhard ajoute cette phrase troublante, bien qu'il dissimulât son mécontentement. Dissimula. Ce mot-là n'est pas anodin. Un homme vraiment surpris par une couronne qu'on lui impose ne dissimule pas, il réagit. Un homme qui joue un rôle dissimule. La thèse la plus convaincante, celle que la logique politique de l'époque soutient le mieux, c'est que Charlemagne était parfaitement au courant du couronnement, qu'il l'avait peut-être même suggéré ou encouragé à travers des intermédiaires, mais qu'il avait besoin de pouvoir dire publiquement qu'il ne l'avait pas demandé. Pourquoi ?
Parce que dans la théologie politique du 8e siècle, un empereur qui se couronne lui-même ou qui sollicite explicitement sa couronne est un usurpateur. Un empereur couronné par le représentant de Dieu sur terre, de façon spontanée, comme expression de la volonté divine, voilà quelque chose d'entièrement différent. En prétendant être surpris, Charles ne montrait pas sa faiblesse. Il construisait sa légitimité sur une narration précise. Dieu avait choisi de le distinguer, à travers son vicaire sur terre, sans que lui-même l'ait jamais cherché. C'est exactement le type de communication politique calculée dont il était capable. Mais le couronnement crée immédiatement un problème colossal, une bombe diplomatique dont les effets vont empoisonner les relations politiques européennes pendant des siècles. À Constantinople, il y a un empire romain, un vrai, en continuité directe avec celui d'Auguste et de Constantin, gouverné par une impératrice du nom d'Irène, la première femme à régner seule sur l'empire byzantin. Pour Constantinople, il n'existe qu'un seul empire romain légitime, et c'est le leur. Ce pape latin qui couronne un roi barbare et l'appelle empereur des Romains, c'est une insulte d'une magnitude difficile à surestimer. C'est comme si quelqu'un organisait une cérémonie dans un garage de banlieue pour couronner un nouveau roi de France, pendant que le président en titre est encore en vie et en poste. L'indignation byzantine est totale, immédiate et parfaitement compréhensible. Charlemagne tente de résoudre ce problème par la diplomatie, avec une idée aussi audacieuse que politiquement explosive. Il propose d'épouser l'impératrice Irène, ce qui unirait les deux empires sous une couronne commune et réglerait la question de légitimité d'un coup. Les négociations commencent. Elles échouent lorsqu'Irène est renversée par un coup d'État en 802, avant que quoi que ce soit de concret ait pu être signé. Mais le fait même que Charles ait envisagé cette solution nous dit quelque chose d'important sur la façon dont il pensait le pouvoir. Il ne voulait pas juste être reconnu comme l'égal de l'Empire d'Orient. Il voulait l'absorber, l'unifier, construire quelque chose qui ressemblerait vraiment à une restauration de l'Empire universel de Rome. La même logique qui l'avait poussé à ne jamais accepter un partage avec Carloman. Et pourtant, malgré toute cette ambition, malgré la couronne et le titre et les acclamations dans la basilique, ce couronnement crée aussi une dépendance structurelle que Charlemagne n'avait peut-être pas entièrement mesurée. En acceptant d'être couronné par le pape, Charles reconnaît implicitement que l'autorité spirituelle peut conférer, ou retirer, l'autorité temporelle. Il crée un précédent que ses successeurs vont payer très cher. Pendant les 3 siècles suivants, la question de savoir qui a le droit de couronner qui, si l'empereur tient son pouvoir de Dieu directement ou à travers le pape, va déchirer l'Europe dans une série de conflits que l'histoire appelle la querelle des investitures. Chaque fois qu'un pape excommuniera un empereur, chaque fois qu'un roi marchera pieds nus dans la neige pour implorer son pardon, l'écho de cette nuit de Noël de l'an 800 résonnera dans la pierre froide des cathédrales. Ce que je trouve le plus fascinant dans cet épisode, ce n'est pas le couronnement lui-même. C'est ce qu'il révèle sur les limites du pouvoir même absolu. Charlemagne avait passé 30 ans à plier le monde à sa volonté, par la force des armes et la brutalité de sa volonté. Et au moment de son triomphe le plus éclatant, au moment où une couronne impériale est posée sur sa tête dans la plus grande basilique de la chrétienté occidentale, il se retrouve lié par un geste qu'il ne peut ni vraiment revendiquer, ni vraiment refuser. Trop complice pour prétendre à une surprise totale, trop dépendant de la légitimité pontificale pour la rejeter publiquement, piégé dans la magnificence de son propre succès. L'homme qui avait toujours trouvé une issue, qui avait toujours su transformer les contraintes en opportunités, se retrouvait pour la première fois dans une situation dont il ne pouvait sortir qu'en acceptant ces termes. Et ces termes allaient hanter son empire bien au-delà de sa propre mort. Il y a un moment précis où Charlemagne cesse d'être un conquérant et devient quelque chose de plus rare et de plus durable, un bâtisseur. Ce moment n'est pas dramatique. Il n'y a pas de bataille rangée, pas de discours enflammé, pas de couronne posée sur une tête. C'est beaucoup plus discret que ça.
C'est le moment où Charles comprend que conquérir un territoire ne sert à rien si tu ne peux pas le tenir, l'organiser, le faire fonctionner comme un seul corps, plutôt que comme une collection de morceaux qui se détestent. Et c'est là que commence la partie la plus ambitieuse, la plus folle, et paradoxalement, la plus moderne de toute son aventure. L'invention, à partir de presque rien, d'un système administratif capable de gouverner un empire grand comme la moitié de l'Europe actuelle. Le problème de base est vertigineux. Charlemagne règne sur un territoire qui s'étend des Pyrénées à l'Elbe, de la mer du Nord au centre de l'Italie. Des dizaines de peuples différents, des dizaines de langues et de dialectes, des dizaines de traditions juridiques locales qui se contredisent souvent d'une vallée à l'autre. Pas de capitale fixe au sens moderne du terme. Aix-la-Chapelle finit par devenir le centre de gravité de la cour, mais Charles passe encore une bonne partie de son règne en déplacement. Pas de fonctionnaires formés dans une école d'administration, pas de système fiscal cohérent, pas de monnaie unique acceptée partout. Gouverner cet ensemble, c'est comme essayer de faire tenir debout une cathédrale dont chaque pierre a été taillée selon un plan différent par des maçons qui ne se sont jamais parlé. Et pourtant, Charles va s'y atteler avec la même obstination méthodique qui l'a mise à écrire sur son ardoise dans le noir. La première grande innovation administrative de Charlemagne, celle qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, c'est la création des missi dominici, littéralement, les envoyés du maître. Le système est d'une élégance brutale. 2 inspecteurs, toujours un laïc et un ecclésiastique, sont envoyés régulièrement dans chaque région de l'Empire pour vérifier que les conques locaux appliquent les décisions royales, que la justice est rendue correctement, que les impôts sont collectés honnêtement et que les populations ne sont pas rackettées par leurs propres gouverneurs. Ces inspecteurs changent de région à chaque mission, pour éviter qu'ils ne développent des loyautés locales qui compromettraient leur indépendance. C'est, en substance, une inspection générale des services publics carolingiens, avec rotation obligatoire des inspecteurs pour prévenir la corruption. Un concept qu'on croirait sorti d'un manuel de management du XXIe siècle, appliqué dans un empire du IXe. Mais Charlemagne ne s'arrête pas à l'administration. Il s'attaque à quelque chose de beaucoup plus fondamental, l'ignorance. Et ici, il faut bien mesurer l'état de la situation avant ces réformes pour comprendre l'ampleur de ce qu'il entreprend. Le clergé, les prêtres, les moines, les évêques, sont censés être les gardiens du savoir et de la foi chrétienne. Or, au moment où Charles accède au pouvoir, une proportion alarmante de ce clergé est à peine capable de lire le latin dans lequel sont rédigées les saintes écritures. Des prêtres qui baptisent des fidèles en prononçant des formules mal comprises, déformées, parfois vidées de tout sens théologique. Des évêques qui signent des documents sans pouvoir les lire. Un système religieux qui tient debout par la force de l'habitude et de la tradition, mais qui s'est intellectuellement gangréné de l'intérieur. Charles regarde ça et décide que c'est inacceptable. Pas seulement pour des raisons spirituelles, pour des raisons politiques. Un clergé illettré est un clergé incontrôlable. Parce qu'un homme qui ne comprend pas les textes sur lesquels repose son autorité peut être manipulé ou se contredire sans même le savoir. La réponse de Charlemagne est la création d'un réseau d'écoles attachées aux cathédrales et aux monastères de tout l'Empire. Ces écoles ont une mission double. Former les futurs clercs à un latin correct et à la connaissance des textes sacrés, et plus largement, diffuser un niveau minimal d'instruction qui permette à l'administration carolingienne de fonctionner. Pour diriger cette entreprise intellectuelle, Charles recrute les meilleurs esprits de son époque, peu importe leur origine géographique. Alcuin d'York, le plus grand savant de l'Europe anglo-saxonne, parcourt des centaines de kilomètres pour venir diriger l'école palatine d'Aix-la-Chapelle. Paul Diacre vient de Lombardie. Théodulphe arrive d'Espagne visigothique. Charles transforme sa cour en aimant intellectuel,
attirant les cerveaux disponibles dans un rayon de plusieurs semaines de voyage. Parce qu'il a compris quelque chose que peu de dirigeants de son époque avaient saisi. Le savoir est une ressource stratégique, au même titre que le fer ou le blé. C'est de cet effort collectif que naît l'une des contributions les plus concrètes et les plus durables de l'époque carolingienne à la civilisation occidentale. La réforme de l'écriture. Les scribes de la cour de Charlemagne développent et standardisent une nouvelle forme d'écriture, la minuscule carolingienne. Claire, lisible, cohérente d'un bout à l'autre de l'Empire. Avant cette réforme, les manuscrits européens étaient rédigés dans une variété de scripts locaux, souvent difficiles à déchiffrer hors de leur région d'origine. Après, un lettré formé à Aix-la-Chapelle pouvait lire un texte copié à Milan ou à Cologne sans difficulté. Cette standardisation graphique, aussi technique qu'elle puisse paraître, a eu des conséquences pratiques énormes. Elle a rendu possible la circulation cohérente du droit, de la théologie et de l'administration à l'échelle d'un empire entier. Et quand les humanistes de la Renaissance redécouvrent les textes antiques copiés dans les scriptoria carolingiens, ils prennent la minuscule carolingienne pour l'écriture romaine originale. C'est pourquoi nos caractères d'imprimerie actuels descendent directement de cette invention du IXe siècle. Il y a aussi la monnaie. Charlemagne impose une réforme monétaire d'une ambition remarquable pour son époque. Un système basé sur la livre d'argent, divisé en 20 sous, chaque sou valant 12 deniers. Ce système, livre, sou, denier, va structurer les économies européennes pendant près d'un millénaire. En France, il survit jusqu'à la Révolution. En Grande-Bretagne, la division en shillings et pence descend directement de ce modèle carolingien. Chaque fois qu'un historien parle de livre sterling, il prononce sans le savoir un écho de la politique monétaire de Charlemagne. Ce n'est pas une métaphore, c'est une filiation directe, tracée sur 12 siècles sans interruption. Et pourtant, et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, toutes ces réformes brillantes, ce réseau d'écoles, ces missi dominici, cette monnaie standardisée, cette écriture unifiée, reposent sur une fondation structurellement fragile. Elles tiennent parce que Charles est là, parce que sa volonté personnelle, son énergie, son obsession du contrôle maintiennent le système en tension. Mais un empire bâti autour d'une personnalité unique, plutôt qu'autour d'institutions vraiment autonomes, est un empire dont l'avenir dépend entièrement de la qualité de ses successeurs. Charlemagne a construit une cathédrale magnifique sur des fondations de sable. Il le savait peut-être. Il avait passé ces dernières années à associer son fils Louis au pouvoir, à former ses héritiers, à essayer de transmettre quelque chose de plus que des territoires. Mais certaines choses ne se transmettent pas. La vision se transmet. La volonté ne se transmet pas. Et sans la volonté de faire qui avait tout maintenu ensemble, ce qu'il avait bâti allait commencer à se fissurer dès le lendemain de sa mort. Charlemagne meurt le 28 janvier de l'an 814, à Aix-la-Chapelle, emporté par une pleurésie après quelques jours de fièvre. Il a environ 72 ans. Un âge proprement extraordinaire pour l'époque, dans un monde où la plupart des hommes de guerre mouraient d'une lame ou d'une infection bien avant d'atteindre la cinquantaine. Il meurt dans son lit, entouré de ses proches, après avoir reçu les derniers sacrements et dicté ses dernières volontés. Une mort paisible, presque banale, pour un homme qui avait passé 40 ans à transformer le monde par la violence et la volonté. Il est enterré à Aix-la-Chapelle, dans la cathédrale qu'il avait lui-même fait construire. Et à peine son corps est-il froid, que tout ce qu'il avait bâti commence, lentement, mais inexorablement, à se fissurer. Son fils unique survivant, Louis, qu'on appellera Louis le Pieux,
hérite de la totalité de l'Empire. C'est déjà une chance extraordinaire. Charlemagne avait eu plusieurs fils, mais la mort en avait éliminé la plupart avant lui. Et Louis se retrouve seul héritier d'un territoire qu'il n'a pas eu à partager. Mais Louis n'est pas son père. Il est pieux, cultivé, sincèrement soucieux du bien de ses sujets et de la santé morale de l'Église. Toutes des qualités admirables, et toutes des qualités parfaitement inadaptées à la tâche de maintenir uni par la seule force de la personnalité un empire de 2 millions de kilomètres carrés peuplé de dizaines de peuples différents. Louis passe son règne à osciller entre des décisions de gouvernement raisonnables et des crises de culpabilité religieuse paralysantes, et surtout à se laisser dévorer vivant par ses propres fils, qui se battent entre eux et contre leur père pour obtenir une part plus grande de l'héritage carolingien. La catastrophe finale prend la forme d'un document. En août 843, les 3 fils survivants de Louis, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, signent le traité de Verdun. C'est l'un des documents les plus importants de toute l'histoire européenne et l'un des moins connus du grand public. En quelques paragraphes, ce traité divise l'Empire carolingien en 3 parties. La Francie occidentale, qui correspond grosso modo à la France actuelle, la Francie orientale, qui préfigure ce qui deviendra l'Allemagne, et une bande centrale allant des Pays-Bas actuels jusqu'à l'Italie, attribuée à Lothaire avec le titre impérial. Pour la première fois dans l'histoire, on voit apparaître sur le papier les contours d'entités politiques qui ressemblent à des nations. Le traité de Verdun ne crée pas la France et l'Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il plante les premières bornes d'une frontière entre 2 mondes qui allaient passer les 12 siècles suivants à se définir l'un contre l'autre. Mais voilà ce qui est fascinant, ce qui m'a arrêté quand j'ai vraiment réfléchi à cette histoire. L'empire de Charlemagne s'effondre en moins d'une génération. Et pourtant, Charlemagne lui-même ne disparaît jamais. Son nom, son image, sa légende survivent à l'effondrement de tout ce qu'il avait construit, avec une vitalité qui défie toute logique historique ordinaire. Pourquoi ? Parce que Charlemagne n'a pas seulement bâti un empire, il a produit une idée. L'idée qu'il était possible, qu'il était légitime, qu'il était même souhaitable d'unifier l'Europe sous une autorité commune, chrétienne, organisée, capable d'imposer un ordre à ce continent perpétuellement fracturé. Cette idée ne meurt pas avec lui. Elle attend. Elle attend que quelqu'un d'autre ait l'ambition et la force de la ressusciter. La liste de ceux qui ont revendiqué l'héritage de Charlemagne est à la fois impressionnante et troublante, parce qu'elle réunit des hommes aux projets radicalement opposés. Les empereurs du Saint-Empire romain germanique, cette construction politique qui survit de 962 jusqu'en 1806, se considèrent comme les continuateurs directs de l'œuvre carolingienne. Leurs couronnements se font à Rome, leur légitimité passe par la même alliance du glaive et de la croix que Charles avait inventée. Napoléon Bonaparte, qui se couronne empereur des Français en 1804 dans une cérémonie délibérément calquée sur le modèle carolingien, se réclame explicitement de Charlemagne comme modèle et précédent. Il va même jusqu'à faire transférer à Paris les reliques carolingiennes conservées à Aix-la-Chapelle pour s'en approprier symboliquement le prestige. C'est la même logique de légitimité par filiation historique que Charles lui-même avait utilisée en se réclamant de Rome. Et puis, il y a l'épisode le plus glaçant de toute cette histoire de récupération. En 1942, au plus profond de la Seconde Guerre mondiale, Heinrich Himmler fait créer dans la Waffen-SS une division de volontaires européens non allemands. Il lui donne le nom de division Charlemagne. Des milliers d'Européens de l'Ouest, Français, Belges, Néerlandais, combattent sous ce nom pour défendre Berlin contre l'armée rouge jusqu'au dernier jour du régime nazi. Le choix de ce nom n'est pas accidentel. Il s'inscrit dans l'idéologie nazie d'une Europe unifiée sous la domination germanique, avec Charlemagne comme figure tutélaire d'un ordre européen hiérarchique et exclusif. Le même nom, le même héritage revendiqué. Pour justifier quelque chose d'antithétique à tout ce que même la lecture la plus sévère de Charlemagne pourrait produire. Au lendemain de cette même guerre, les hommes qui entreprennent de construire une Europe différente, pacifique, coopérative,
fondés sur des institutions plutôt que sur la force, choisissent eux aussi de se placer sous le patronage de Charlemagne. En 1950, la ville d'Aix-la-Chapelle crée le prix Charlemagne, le Karlspreis, destiné à récompenser les personnes qui ont contribué de façon exceptionnelle à l'unité européenne. Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet, Winston Churchill, tous ont reçu ce prix. Les pères fondateurs de ce qui allait devenir l'Union européenne se réclamaient de la même figure historique que les divisions SS. C'est vertigineux. Et c'est profondément révélateur du mythe carolingien. Il est assez grand, assez ambigu, assez puissant pour que chaque génération y projette ses propres rêves et ses propres cauchemars. Alors, au bout de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de Charlemagne ? Comment range-t-on un homme qui a massacré des milliers de prisonniers et fondé des écoles, qui a imposé le baptême par la force et préservé des textes antiques qui auraient autrement disparu, qui a construit un empire qui s'est effondré et une idée qui n'est toujours pas morte 12 siècles plus tard? La réponse facile, c'est de dire qu'il était les deux à la fois, le monstre et le visionnaire, et que l'histoire est complexe. Mais je crois que la réponse honnête est plus inconfortable que ça. Charlemagne nous force à regarder en face quelque chose que nous préférons éviter, que les grandes constructions de civilisation ont presque toujours été bâties sur des violences que nous choisissons ensuite d'oublier. Parce que l'alternative serait de remettre en question tout ce que ces violences ont produit. Les écoles carolingiennes ont été financées par le pillage saxon. La renaissance intellectuelle du IXe siècle a été rendue possible par 32 ans de guerre d'extermination culturelle. L'idée d'Europe que nous célébrons aujourd'hui porte dans ses fondations le sang de Verden. Ce n'est pas une raison de rejeter l'héritage. C'est une raison de le regarder sans lunettes, sans le polir jusqu'à en effacer les taches. Parce qu'un mythe sans ombre n'est pas une leçon. C'est juste une statue. Et les statues, ça ne parle pas.